Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce 47e webinaire Parlons RH. Et oui, déjà, je suis Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH et c'est moi qui, ce matin, vais avoir le plaisir d'animer cette visioconférence sur comment informer et assurer la cohésion de ses collaborateurs sur le terrain et en télétravail. Et nous avons le plaisir ce matin, pour traiter de ce sujet avec vous, de recevoir un expert en la personne de Jean-Louis Bénard, fondateur et CEO de Sociable. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à toi de te joindre à nous, alors en distanciel pour préserver au mieux le cadre du confinement. Mais je pense que je souhaite, en tout cas, ça ne change rien à la nature de nos échanges, tant avec toi qu'avec l'audience. Voilà le sommaire du webinaire. 3 questions, comme tous les webinaires Parlons RH, 3 questions un peu structurantes. D'une part, de quoi va-t-on parler? Donc Jean-Louis va nous expliquer ce dont il va parler, quelle est la nature du sujet, et peut-être par extension ce dont il ne va pas parler. Dans un deuxième temps, on verra en quoi c'est important, cette dynamique de communication, de cohésion, d'information auprès des collaborateurs. Je le redis, tant sur le terrain qu'en télétravail. Et puis, dans un troisième temps, peut-être le temps le plus important, on verra en quoi, comment mettre en place cette dynamique de communication et d'écoute. Je vous rappelle les modalités de ce webinaire. Vous pouvez bien sûr télécharger la présentation qui vous sera faite durant les 44 prochaines minutes. Ça terminera, ça dure 45 minutes, on terminera à 11h45. Vous pouvez évaluer le webinaire à travers des notes et on est très attentif à l'évaluation que vous en faites. On est dans une perspective d'amélioration continue. Et d'ailleurs, dans cette optique-là, vous pouvez émettre des commentaires pour dire quels sont les axes d'amélioration, les sujets de webinaire que vous voudriez que l'on traite ou voilà, qu'est-ce qui vous a moins plu. On prend aussi les messages positifs, les congratulations et les degrés de satisfaction. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires à la fin. On les lit vraiment chacun avec beaucoup d'attention. L'élément le plus important n'est peut-être pas celui-là dans les modalités du webinaire, c'est la boîte de chat que je vous invite à utiliser même dès maintenant pour se présenter à tous, savoir dans quelle ville vous êtes et éventuellement quelle responsabilité vous avez dans quelle entreprise si vous le souhaitez. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt qu'on échangera avec vous. Le boîte de chat est là et faite pour vous, pour pouvoir échanger avec Jean-Louis, pour pouvoir lui poser des questions et nous faire vos retours d'expérience. Voilà pour le cadre de ce webinaire. J'ai pris 2 minutes. Maintenant, avant de passer à cette première question, Jean-Louis, justement, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à notre audience? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc Jean-Louis Bénard, ça fait maintenant 27 ans que je travaille dans le digital. J'ai monté ma première agence en 1994. Donc voilà, pendant plusieurs années, on a monté les plateformes e-commerce de groupes comme Carrefour ou Shop, etc. Et puis après, j'ai monté une agence qui s'appelle Brandsonic. Voilà, qui travaille à l'engagement des audiences. Voilà, je suis plus opérationnel dans la structure, mais voilà, je reste impliqué en tant qu'actionnaire. Et puis, depuis maintenant 7 ans, j'ai monté une entreprise SaaS qui s'appelle Sociable. Voilà, et qui permet en fait d'aider nos clients, entreprises, à avoir des collaborateurs bien informés, engagés et influents sur les réseaux sociaux aussi, parce que il y a des sujets d'employé advocacy qui sont souvent des sujets importants pour nos clients. Voilà, on est basé, notre siège est à Paris, notre R&D est française, notre R&D est à Lyon. On a également des bureaux dans les différents continents, à New York, à Mumbai, pour couvrir les déploiements globaux. Donc un entrepreneur spécialiste du digital et de la communication, si je te décris comme ça de façon en 3 mots, Oui, c'est bien. c'est bien ça. Juste Sociable, je vois qu'il y a 300 clients. Je suppose que c'est plutôt des clients de grande taille, mais tout est. Je suppose que, justement, première question, quelle est la nature des clients? Deuxième question, je vais les poser toutes d'affilée, comme ça sera plus simple, très rapidement. Deuxième question, souvent quand on adresse un marché, surtout dans la dynamique, dans la notion de communication et notamment de communication digitale, on adresse souvent, je vais être très réducteur,
les cadres du siège, les cols blancs. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous ou pas, ou est-ce que vous avez un horizon un petit peu plus large? Voilà 2 questions. Quel type de client et quel type d'ailleurs de salarié en fait chez les clients? Oui. Alors c'est vrai que on travaille plutôt avec des structures de taille assez importante qui ont souvent des problèmes, problématiques de multi-pays, multilangue, de gouvernance un peu complexe, globale, locale. Mais la plupart du temps, ce sont des clients qui ont aussi des populations très hybrides, hein, avec des gens qui sont au siège, mais beaucoup de ce qu'on appelle nous, des frontline workers, hein, donc des gens qui sont sur le terrain. Ça peut être, on pense bien sûr à des gens en usine, en magasin, dans la logistique, mais des fois, ça peut être aussi des commerciaux en mobilité, hein, donc, voilà des exemples de clients, c'est des gens comme l'Occitane en Provence, c'est des gens comme Coca-Cola European Partners. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs de parler de ce cas avec plus de 20 000 collaborateurs qui sont répartis dans 13 pays. Voilà, donc c'est un peu la nature des clients. Et effectivement, on travaille beaucoup sur les sujets de frontline workers, des gens qui n'ont souvent pas d'email professionnel, mais avec lesquels il est très important de dialoguer, d'échanger, parce que la communication, c'est pas simplement que du top-down, hein, c'est aussi prendre le pouls du terrain de ces gens qui ont souvent été oubliés. Donc ceux qui ne sont pas forcément connectés, justement de se reconnecter, connecter au sens des outils digitaux professionnels, hein, d'adresse mail comme tu viens de citer, de pouvoir se reconnecter à eux via la dynamique de communication. Dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet. En préparant ce webinaire, tu m'évoquais, vous étiez très engagé dans l'engagement. Désolé pour cette formulation. Mais elle me semble bien représentative. Est-ce que tu peux nous en dire juste en 10 secondes quelques mots et puis on rentrera dans le vif du sujet juste après? Nous, c'est un sujet qui nous semble clé, hein, c'est-à-dire que communiquer avec les gens, c'est bien, mais c'est pas parce qu'on a distribué de l'information que on est certain que les gens, d'une part, l'ont reçu, l'ont compris, la mettent en pratique, hein, et donc on touche à des sujets qui sont des sujets d'engagement, et on pense que on doit aussi aider nos clients sur ces sujets. Donc on a un framework de gamification qui joue souvent un rôle important dans l'engagement des audiences de nos clients. Et ce framework de gamification et d'engagement, on l'a connecté aussi à des récompenses parce qu'on pense que c'est intéressant, et des récompenses qui sont souvent alignées avec les initiatives RSE des entreprises. Donc, par exemple, on a des projets de reforestation et les collaborateurs peuvent être récompensés pour leur engagement avec des arbres qui sont plantés sur la planète. Donc voilà, c'est un sujet en tout cas qui est effectivement un sujet d'importance pour nous. Donc, comment passer un peu du discours aux actes? En fait, c'est ce que je comprends, c'est-à-dire aux actes de l'action, enfin, aux actes de l'action, au fait d'agir, de s'engager avec la gamification étant un moyen et la récompense aussi, mais ce sont des moyens qui sont plutôt très efficaces. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs, durant le webinaire, de revenir sur ces points. Alors, commençons tout de suite par une question, mais en fait, qui est une question qui est dans ta présentation et donc que je vais te poser, mais auquel tu vas répondre puisque c'est ta structure, le webinaire que tu animes, que tu présentes. Collaboration, communication opérationnelle, communication stratégique. Pourquoi ne faut-il pas tout confondre? Et c'est vrai que nous avons tendance à mélanger un petit peu toutes ces notions. Est-ce que tu peux nous les clarifier et nous éclairer sur cette thématique? Bien sûr. Donc c'est vrai que souvent on parle de bien informer ses collaborateurs, mais il y a une espèce de confusion puisque l'information, elle peut être utilisée dans des scénarios qui sont multiples, qu'on a essayé d'ailleurs effectivement de résumer sur 3 axes. Il y a des sujets qui sont des sujets collaboratifs. Donc, qu'est-ce que font les gens quand ils collaborent? Ils travaillent sur leur projet. Donc, bien sûr, pour les collaborateurs au bureau, on pense les gens qui vont travailler autour des documents Office, des commerciaux qui vont répondre à des propositions commerciales, etc. Sur des collaborateurs de terrain, c'est plus, on va travailler autour de plans, hein, par exemple pour les gens qui sont dans le bâtiment. Donc, en tout cas, c'est toujours du projet et on travaille généralement
autour d'une information assez structurée, documentaire, qui sert à consolider l'information autour du projet. Voilà, et donc souvent, je fais ça avec mon cercle direct, hein, mon équipe, des collègues, etc. Deuxième type d'information, enfin, comment l'information est mise en œuvre, c'est tout ce qu'on appelle la communication stratégique. C'est le fait que l'entreprise finalement communique autour de sa vision, de sa stratégie, de ses valeurs, de ses initiatives RSE. Et là, c'est quelque chose de bien différent. On raconte une histoire. Donc, il faut du storytelling, il faut du séquençage de l'information. L'information doit être visuelle. Et cette communication stratégique, là aussi, c'est pas que du top-down. Parce qu'en fait, il faut aussi donner la parole aux collaborateurs pour montrer que cette vision, elle est incarnée par des vrais gens qui font des vraies choses alignées avec cette vision, ces valeurs. Et puis, le troisième volet sur lequel on retrouve d'informations aussi qui circulent, c'est ce qu'on appelle la communication opérationnelle. Ça concerne d'ailleurs beaucoup justement les gens qui sont sur le terrain. C'est l'information locale qui répond à des problématiques très concrètes, très terrain. C'est quoi le nouveau protocole Covid dans les magasins qui sont en France et ceux qui sont au UK, s'assurer que les gens ont bien partagé ces procédures, éventuellement avec des alertes, des notifications, voilà, avec des populations qui peuvent être très larges, mais qui sont souvent hyper locales. C'est des problématiques de communication terrain et pas forcément dans le cadre de la collaboration. Voilà. Et en fait, si on mélange ces trois sujets, si on n'a pas une vision claire, on va essayer de répondre à ces différents besoins, pas forcément avec les bonnes solutions, pas forcément avec la bonne nature d'information, hein, puisque quand on collabore ou quand on fait de la communication opérationnelle, on a besoin d'un accès très rapide à l'information, c'est plus de l'infotexte, etc. Quand on veut communiquer une vision, des valeurs, c'est plus probablement de la vidéo, de la photo, donc même la nature même de l'information change en fonction des scénarios d'usage. Ce que tu dis, c'est que pour faire le lien avec le sujet, le titre de notre webinaire, c'est que l'information et la cohésion se retrouvent dans ces trois axes-là et qu'il convient, avant de mettre en œuvre une politique en la matière, de bien clarifier ces trois notions. Exactement, parce que la cohésion, donc on voit un peu les natures d'informations qui peuvent circuler, mais la cohésion, on va la retrouver aussi sur ces trois axes-là, c'est-à-dire que en collaboration et en communication opérationnelle, j'ai une cohésion qui est plutôt une cohésion locale. Je travaille bien avec mon équipe, c'est fluide, on se comprend bien, etc. Sur ce qui relève de la communication stratégique, la cohésion, c'est plus j'appartiens à une entreprise et je partage en fait une vision et des valeurs avec certes l'équipe avec laquelle je travaille, mais plus largement avec l'ensemble finalement des collaborateurs. Et on parlait tout à l'heure d'engagement, c'est l'un des grands challenges des entreprises parce que les gens souvent sont très engagés contrairement à ce qu'on pense, mais ils sont souvent engagés pour leur équipe locale. Et notamment des gens qui sont sur le terrain, ils vont pas laisser tomber les gens qui travaillent dans le magasin avec eux, etc. Ils sont très engagés. Maintenant, est-ce qu'ils sont engagés pour leur entreprise, pour des gens qui voient vaguement de temps en temps, qui bossent au siège, etc. Là, c'est différent. Et donc, cette notion de cohésion qui dépasse le cadre de l'équipe, mais qui est vraiment une cohésion sur l'entreprise dans son ensemble, la communication stratégique, top-down et bottom-up, peut aider à ça. Je ne peux que souscrire à ton propos sur cette cohésion à différents étages, en tout cas la nécessité de clarifier ces différents axes pour avoir une cohésion plus systémique, plus globale. C'est bien qu'elle soit sur le terrain, et effectivement elle l'est très souvent, c'est bien qu'elle rayonne de façon un petit peu plus large. Alors n'hésitez pas, encore une fois, Jean-Louis est là pour répondre à vos questions, pas uniquement comme Yann, pas du tout. N'hésitez pas non plus à utiliser la boîte de chat pour faire un certain nombre de retours d'expérience. C'est bien l'objet de ces webinars. Parlons RH. Pour parler RH, il faut être plusieurs. Et donc, n'hésitez pas, encore une fois, je vous sais très nombreux en ligne. Vous étiez plus de 500 inscrits à ce webinaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire vos commentaires également pour qu'on puisse rebondir dessus.
On a vu ce que c'était d'un point de vue un peu conceptuel. Est-ce qu'on peut voir maintenant pourquoi est-ce si important, en quoi ça répond à comment dire des éléments de contexte, à la crise sanitaire dans laquelle on est plongé depuis plus d'un an maintenant, à quoi ça répond à des tendances de peut-être plus lointaines, des tendances de fond, et puis surtout quels bénéfices on peut en tirer en tant que DRH, en tant que directeur de la communication, en tant que manager, en tant que directeur, hein, peu importe le statut. En quoi est-ce important? Et en fait, c'est important parce que si on a déjà ce premier modèle mental de, OK, on a différents types de communication, on va pouvoir se dire, OK, comment est-ce que j'applique ces modes d'information, collaboration, communication stratégique, communication opérationnelle, à des populations qui elles-mêmes ont des besoins très différents sur ces trois aspects en fonction de leur situation. Des gens qui sont au siège, des gens qui sont en télétravail, des gens qui sont sur le terrain vont pas avoir du tout les mêmes besoins. Je propose qu'on détaille un petit peu ce sujet, si tu en es Voilà, d'accord. pardon. Voilà, donc en fait, d'un côté, les gens qui sont sur le terrain, c'est des gens qui sont historiquement faiblement connectés à l'entreprise. Hein, on pourrait dire que c'est des oubliés de la communication digitale, mais c'est des oubliés un peu tout court. Hein. C'est des gens où souvent on s'est dit ça vaut même pas le coup qu'on leur prenne une adresse email pro et ça en dit long déjà sur la perception qu'on peut avoir de ses collaborateurs. Donc, c'est des gens qui sont faiblement connectés, qui jouent pourtant un rôle fondamental dans l'entreprise et qui d'ailleurs sont majoritaires. Hein. C'est-à-dire que les gens qui sont au bureau peuvent penser que le monde est un monde de bureau, mais pas du tout. En fait, la très grande majorité des collaborateurs sur la planète, 2/3 quasiment, sont des gens qui sont sur le terrain. Hein. Donc voilà, et ces gens-là, ils ont bien sûr des challenges aussi importants sinon plus, hein, que le collaborateur dans son bureau. Et puis, de l'autre côté, on a des populations bureaux qui sont en partie au bureau, en partie en télétravail. Et ceux qui ont basculé en télétravail font face à des challenges parce que justement, eux, pour le coup, comme ils étaient tout le temps abreuvés de tas de choses, il y a un risque en fait de perte d'alignement, de motivation, etc. Et d'ailleurs, beaucoup de ces collaborateurs et leur management ont basculé dans trop de communication en temps réel. Genre, une surcommunication sur Zoom, sur Teams, pour compenser en fait cette perte d'appartenance et de distance. Hein, que n'ont pas les frontline workers, parce que les frontline workers, ils ne sont pas spécialement connectés au siège, mais par contre, ils sont très bien connectés entre eux localement. Donc, il y a une espèce de cohésion forte que perd un peu le collaborateur qui, lui, est à distance. Donc, en fait, il s'agit de prendre en considération, si j'entends le propos, l'ensemble des spécificités des populations auxquelles on s'adresse et ne pas se focaliser souvent sur les cadres. Alors, je lisais ce matin, j'en profite, je lisais ce matin que les cadres, ça y est, aujourd'hui, viennent de dépasser la population ouvrière, donc pas uniquement la population de frontline workers. Les cadres en France, c'est 20%, les ouvriers 19,6%. Mais c'est que aujourd'hui que la population cadre dépasse. Donc, quand tu évoques le fait que ce soit la très grande majorité, alors je veux pas, comment dire, il y a les cadres et les non-cadres, et les cadres peuvent être des frontline workers, hein, donc je veux pas tout mélanger, mais quoi que ça pourrait être un élément supplémentaire en fait. Là, on voit qu'il y a une forme de dichotomie entre frontline workers et remote workers. Ton propos, c'est de dire attention à la phobésité de ceux qui sont remote. Et attention au manque d'infos, c'est ça, de ceux qui sont en frontline workers, qui ont des attentes, eux, bien spécifiques. Exactement. Et le principal problème, c'est que si on parle à tout le monde de la même manière, eh bien,
on crée de la tension. Hein. L'exemple typique, c'est ces emailing de masse qui sont partis à des populations mélangées, où on expliquait des règles de télétravail à des gens qui étaient sur le terrain, on expliquait des règles de télétravail à des gens qui avaient été mis en chômage partiel. Donc ça, quand on fait ça, ça montre à quel point on n'a pas fait l'effort de segmenter et de s'intéresser à chacune des sous-audiences, des différentes populations dans l'entreprise qui ont besoin de messages qui sont très spécifiques, à la fois sur le fond et sur la forme. Est-ce que ça veut dire que dans les entreprises que tu rencontres, on a souvent une bonne communication corporate externe qui s'adresse de façon, au marché externe, mais que la communication au marché interne, elle n'est absolument pas segmentée ou très peu. C'est un peu le parent pauvre de la communication. Oui, absolument. Alors, et c'est souvent marrant parce qu'en premier dialogue, les gens nous disent toujours ah mais oui, on a les groupes dans l'Active Directory, etc. Puis en fait, quand on creuse, quand on ouvre le capot, on voit que la segmentation qui est faite dans l'Active Directory, c'est des segmentations qui n'ont rien à voir. Ça va être la segmentation par pays, certes, c'est intéressant de savoir que les gens appartiennent à tel ou tel pays, peut-être à tel ou tel business unit, mais des informations qui permettent de se dire, OK, ces gens-là, ils sont dans tel scénario de leurs besoins spécifiques en termes de communication, en termes d'information, vont être ceux-là et pas d'autres. En fait, souvent, l'entreprise n'en a aucune idée. Le système d'information, en tout cas, n'en a aucune idée. Et même sur des plateformes comme Workday ou SuccessFactors ou ces plateformes RH sur lesquelles on pourrait s'attendre aussi à retrouver un peu plus cette information, c'est souvent pas bien connecté au reste du système, pas forcément accessible et pas forcément utilisé. Donc, ça paraît assez incroyable hein, quand en 2021, on en soit encore là dans des organisations qui ont investi tellement sur le système d'information, mais c'est pourtant la réalité. Effectivement, c'est aussi une réalité qu'on constate, mais justement, on va essayer d'y apporter des solutions. Alors, je te propose de prendre quelques questions. Nous en avons quelques-unes. N'hésitez pas non plus à émettre vos commentaires, hein, si vous aussi vous partagez cette espèce de constat de difficulté culturelle, procédurale, instrumentale à segmenter la communication vers l'interne, au-delà des critères de segmentation traditionnels, d'ailleurs que j'ai moi-même évoqué, cadre, non-cadre. Un cadre peut être en frontline ou en télétravail, il y a un non-cadre évidemment aussi, donc c'est pas forcément le bon critère. Première question, que faire que je te pose? Que faire lorsqu'il y a, alors c'est mes yeux, j'ai des Excuse-moi Thomas, en fait je n'ai plus d'audio, je ne t'entends plus. Alors. Je ne t'entends plus Thomas. Alors, peut-être que je suis désolé Thomas, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Moi, je ne t'entends pas. Alors, écoute, je crois que la première question que tu allais me poser avant que je ne t'entende plus, c'est que faire lorsqu'il y a une scission entre le management et le terrain et lorsqu'il y a un manque de confiance des collaborateurs vis-à-vis du management. Je crois effectivement que c'est une question sur laquelle il n'est pas simple de répondre. D'ailleurs, des gens qui sont sur le terrain et à qui on a dit maintenant on va vous parler, on va communiquer avec vous. Dans beaucoup de cas, les gens ont un premier mouvement qui est de dire mais en fait moi j'ai peut-être pas envie de te parler, tu m'as pas parlé pendant 10 ans, 15 ans. Maintenant, tout à coup, parce que tu as réalisé que j'étais important dans un contexte Covid, tu veux me parler, etc. Mais moi, j'ai peut-être pas envie de te parler. Hein, donc, il y a un vrai sujet de recréer effectivement cette espèce de confiance. Je pense que les responsables d'équipe
ont un rôle pivot très important, parce que les gens qui sont sur le terrain, ils font confiance à leur chef d'équipe généralement, et le fait que le chef d'équipe joue un rôle un peu dans le fait de recréer du lien entre les gens qui sont sur le terrain et le management, ça peut aider. Les chefs d'équipe ont un rôle extrêmement important. Merci Jean-Louis d'avoir assuré en mon absence. J'ai eu juste un problème technique. Tout d'un coup, je vous entendais, je vous voyais tous. Mais en revanche, mon micro ne passait plus. Voilà. C'est un impondérable corrigé, je m'en excuse. Deuxième question, je pense que tu as traité la première question. Donc deuxième question, la question de Thierry. Je touche plus du tout mon micro. Est-ce que les plateformes, tu l'as un petit peu évoqué, type Digital Workplace, Lumaps, Lumio ou Lumio, je pense, Powell, ne résolvent-elles pas les types de problèmes que tu as évoqués de segmentation de la communication ou de populations différentes à adresser? Très bonne question. Je pense que ces plateformes, qui pour beaucoup sont des super intranets, elles couvrent souvent d'ailleurs des scénarios qui sont plutôt office workers que frontline workers déjà. Donc elles se débrouillent plutôt bien sur de l'information qui est top-down. Mais en fait, la communication, c'est bidirectionnel, c'est terrain, donc ça doit être aussi très mobile. Hein. Le mobile joue un rôle extrêmement important. Et il faut se méfier de ces mots qu'on pose. Alors, le nouveau terme à la mode, c'est l'employé expérience plateforme. Donc là, on s'est dit, en fait, digital workplace, c'est pas assez orienté employé, donc on va appeler l'employé expérience plateforme. Et ça, par exemple, ce terme-là, il me fait bondir, très honnêtement, parce que c'est comme si on pouvait dire, en fait, l'expérience du collaborateur, on va l'externaliser dans une espèce de plateforme qui serait super, etc. Mais en fait, c'est pas ça. L'expérience, c'est l'expérience du quotidien. Et en fait, c'est comment on injecte de l'intelligence dans l'employé de journée, entre guillemets en anglais, c'est comment on va l'améliorer, on va l'approuver, mais on va pas dire on recrée une plateforme à côté qui gère l'expérience du collaborateur. Pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Et de ce que je peux voir, pour nourrir le propos, de ce que je peux voir, il y a souvent une absence de principe de subsidiarité quand on déploie ce genre de plateforme. C'est-à-dire que souvent, pour combler des lacunes de communication, on vient rajouter à l'infobésité un système complémentaire, supplémentaire, parce qu'après, on va rajouter une boîte de chat ou de live complémentaire. Donc, je pense que il y a une réflexion effectivement en amont à avoir, qui est celle que tu as évoquée, de clarification des types de communication et de clarification des types de population. Après, il y a des acteurs qui font très bien leur job. Fabienne te pose la question, dans les sous-audiences, tenez-vous compte des différences et besoins de fait, c'est-à-dire des besoins culturels, notamment à l'international? Absolument, c'est fondamental. Et d'ailleurs, sur même les points de contact qu'on peut avoir avec les collaborateurs. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des pays, la France, mais beaucoup plus, ou l'Allemagne, par exemple, où ce qu'on peut faire dans le dialogue avec un collaborateur est beaucoup plus limité que ce qu'on va faire aux États-Unis, etc. Donc, il y a bien sûr des spécificités qui sont très importantes sur le niveau de proximité qu'on peut avoir avec les gens. Et puis surtout, on y reviendra, c'est fondamental de parler aux gens dans leur langue. Hein, ça paraît incroyable ce qu'on dit, mais il faut parler aux gens dans leur langue. Et leur langue, c'est pas forcément la langue du pays. En fait, vous avez beaucoup de gens qui travaillent je prends l'exemple des États-Unis, voilà, et qui ne parlent pas forcément anglais. On doit s'adresser aux gens dans la langue qu'ils comprennent et qui va générer de l'engagement. Le fait de dire, nous, la langue officielle, c'est l'anglais. Voilà, c'est bien. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on simplifie le problème du côté de l'émetteur, mais on n'a pas résolu le vrai problème qui est ce que les gens vont bien comprendre. Et surtout, quand on veut faire passer des valeurs,
des choses qui touchent les gens profondément, si on leur parle pas dans leur langue, déjà, ça commence pas très bien. Je poursuis sur les questions. Il y en a 3 autres. J'en traite une. On va poursuivre le propos, mais je ne vous oublie pas, Catherine et Marie-Christine. Mais on va d'abord prendre la question de Hélène qui dit effectivement tenir compte des différences et des attendus, des besoins de chacun est particulièrement compliqué. Comment est-ce qu'on peut être sûr de faire les bons choix parce que ce qui est bon pour les uns n'est pas forcément bon pour les autres? Oui, c'est pour ça que la segmentation, elle doit être pertinente au sens où il y a de l'information qui doit circuler sur des segments d'audience et uniquement sur ces segments. Exemple, on adresse aux gens qui sont en chômage partiel des messages, du support, de l'aide, et ces messages doivent être ciblés, ne doivent pas être visibles des autres. Donc, on voit bien qu'il y a des canaux qui doivent être complètement fermés par rapport à ces audiences. Et au contraire, il y a des choses où on veut créer du décloisonnement et il faut que ce soit volontairement accessible à plusieurs types d'audiences. Donc, il y a un curseur à régler. C'est ni on arrose tout le monde avec la même information, ni on met les gens dans des silos. Ça va dépendre de la nature de la communication qu'on va avoir. Alors justement, très bien, ça fait une bonne transition vers la suite. Alors comment fait-on? Parce qu'on a déjà commencé un petit peu à adresser le sujet de la mise en œuvre. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne communication de façon un peu générale? Donc le premier volet, c'est ce dont on vient de parler, c'est le fait d'avoir des audiences très ciblées. Et les audiences très ciblées, c'est exactement ce que tu disais, Thomas, tout à l'heure, c'est que c'est pas simplement les groupes hiérarchiques de l'organisation qui ont été définis dans l'annuaire. En fait, on peut avoir des besoins de dire je veux les personnes qui appartiennent à tel département, mais qui sont aussi dans telle situation, etc. Donc, on doit pouvoir créer des audiences dynamiques, hyper ciblées, contextuelles à ce qui se passe. Et ensuite, on doit pouvoir envoyer de l'information, faire remonter de l'information, on y reviendra, parce que la communication, c'est pas que du top-down, voilà. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est il faut s'assurer que les contenus sont accessibles dans la langue de chacun. Alors ça, c'est pas simple, mais on est quand même aidé. Par exemple, sur notre plateforme, on utilise la traduction automatique pour pouvoir à la fois diffuser directement le contenu ou que l'utilisateur voit il a déclaré les langues qu'il comprenait, il voit le contenu dans la langue, mais on sait que la traduction automatique, elle a ses limites. Donc, il faut aussi pouvoir débrayer la traduction automatique pour corriger ce que la traduction automatique permet de faire. Et puis, sur la communication opérationnelle, donc qui est plutôt orientée frontline workers, il y a un côté temps réel qui est hyper important. Donc, il faut pouvoir envoyer de l'information, des notifs sur le mobile, voire même des accusés-réceptions pour savoir, il y a des nouvelles instructions sanitaires, qui les a vues, qui ne les a pas vues. Donc, cette notion de check de l'information est essentielle. En Office, c'est un peu différent. Et puis, surtout, sur cette communication opérationnelle, et ça rejoint l'une des questions que j'ai vu passer de Marie-Christine sur le fait qu'il faut des services dédiés, etc. Notre conviction, c'est que tout ça fonctionne si la gouvernance est complètement décentralisée. Qu'on soit dans une grande organisation ou dans une PME, pour nous, il n'y a pas d'un côté une petite équipe qui est responsable de la communication et de l'autre, des utilisateurs qui viendraient consommer la bonne information définie par ce petit groupe. Non, en fait, la solution, elle est dans une décentralisation. Exemple en communication opérationnelle, je vais prendre l'exemple du retail parce que c'est un exemple sur lequel on travaille beaucoup. Le responsable du magasin, quelque part, c'est lui en fait qui doit gérer, c'est lui l'administrateur entre guillemets
pour les gens qui sont dans son magasin. Donc, c'est lui qui doit pouvoir envoyer des accusés-réception s'il a des nouvelles directives qu'il veut faire passer, que ce soit en vidéo, en audio, en photo, peu importe. C'est pas du siège que ça va venir pour atterrir sur les gens qui sont dans un magasin. Donc, la gouvernance de l'outil décentralisé, la communication opérationnelle, elle ne se décide pas au siège, elle se décide sur le terrain, même s'il y a des grandes directions, bien sûr. Et puis, par contre, côté communication stratégique, ce qu'on disait, il faut du contenu hyper visuel, hyper engageant. Moi, je vois souvent, il arrive des intranets ou des choses, donc déjà sur mobile, l'intranet en mobile, déjà, ça fait peur, mais le contenu, il est pas visuel, il n'est pas engageant parce que souvent, il hérite de solutions où le texte était roi, et puis progressivement, on introduit de la photo, de la vidéo, mais en fait, pour créer un impact, il faut du contenu visuel. Il faut bien sûr gérer l'ordonnancement. Beaucoup d'outils qui ont répliqué ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il fait? L'algorithme du newsfeed, il est défini par l'engagement. C'est-à-dire que les contenus qui ont le plus d'engagement sont ceux qui sont poussés vers le haut. Ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de raconter. C'est-à-dire que si les gens ont partagé des contenus, des photos d'eux avec leur chat en télétravail, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'engagement, ça va remonter en haut du newsfeed. Est-ce que c'est vraiment ce que l'entreprise veut? Non, elle veut raconter une histoire, et donc l'ordonnancement de ce qu'on affiche, le fait d'épingler certains contenus clés en haut pour qu'ils soient visibles, et en fait, il faut un contrôle du newsfeed. Ça ne veut pas dire que, d'ailleurs, ce contenu qu'on contrôle, c'est que du contenu top-down. Au contraire, on veut valoriser une superbe histoire qui s'est passée sur le terrain, qui vient illustrer la nouvelle stratégie. Il faut la mettre devant les gens qui travaillent avec leur chat. Parce que c'est sympathique, les gens qui travaillent avec leur chat, mais ce n'est pas ça qui va aider les gens à se projeter dans je fais bien de travailler dans cette entreprise-là, c'est super, et je vais m'investir encore plus. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, l'un des premiers points, c'est s'assurer que les messages clés sont bien reçus. Tu veux que je clique? Contexte. Oui, je veux bien. Voilà, je vais cliquer, pardon. Merci. Voilà. Et deuxième sujet, c'est respecter les temporalités de la communication. En termes de timing, Jean-Louis, il nous reste 5-6 minutes pour pouvoir prendre d'autres questions après. Donc, très bien. Je vais faire vite. Voilà, c'est de dire on a des temporalités qui sont différentes. La communication opérationnelle, c'est beaucoup de communication synchrone. Donc, il faut un super chat B2B qui permet de répondre à des problématiques, pas simplement de sécurité. C'est vrai que quand les gens font du WhatsApp ou du Messenger, ils le font sur des plateformes qui ne sont pas forcément respectueuses de la RGPD, etc., mais qui même ne couvrent pas certains besoins. L'exemple typique du retail, c'est j'ai 500 magasins, j'ai besoin d'ouvrir 500 chats pour chacun des magasins gérés par le responsable du magasin. Si je le fais à la mano sur WhatsApp, il va falloir quelques semaines. Donc, on voit bien la nécessité d'avoir un chat adapté. On a beaucoup travaillé, on a travaillé 2 ans quasiment sur notre chat pour pouvoir adresser ces sujets avec des fonctionnalités d'engagement fort, parce que il faut que ce soit aussi bien que sur WhatsApp ou Messenger. Il faut du Jiffy, il faut des émoticônes, etc. Et puis, sur la communication stratégique, même s'il peut y avoir du synchrone avec des lives où la direction s'adresse aux collaborateurs, etc., il y a beaucoup en fait d'asynchrone. Et il faut des messages planifiés, séquencés, c'est ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure. Voilà. Et puis le dernier, je dirais le dernier volet qui est fondamental, c'est la communication, c'est presque surtout écouter la voix du terrain. Donc, bien sûr, les sondages, mais c'est fondamental, les sondages doivent être décentralisés. C'est le responsable du magasin qui doit être capable de créer un sondage en disant, voilà, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont on a géré le magasin sur la dernière semaine. Les sondages, les NPS qui descendent du siège, etc., pour l'ensemble des collaborateurs, c'est bien, il en faut, mais en fait, ce sont des sondages créés par les gens qui sont sur le terrain, qui sont essentiels, et puis ce que les gens vont créer, des photos, des vidéos, des moments de vie qui montrent, en fait, qui incarnent la vision de l'entreprise. Voilà. Et ça, on pense que c'est essentiel. On parlait tout à l'heure de gamification, de reward. Il faut récompenser les gens pour ça. Il faut récompenser les gens sur le fait qu'ils ont donné des idées, qu'ils ont répondu à des sondages, que voilà, ils ont fait des efforts.
Bon, j'ai fait vite, du coup, Très bien, très bien. Mais comme ça va voilà. nous permettre de prendre tout à fait, Bien sûr, avec plaisir. de prendre des questions. Fabienne, je les prends au hasard, mais je vais essayer de les prendre toutes. Fabienne te pose la question, un exemple concret de mise en œuvre à l'international. Est-ce que, Alors, est-ce que ouais, tu as un bien sûr. exemple? Alors, on peut prendre 2 minutes, à mon avis, parce que c'est intéressant. Ça peut peut-être illustrer d'ailleurs les réponses aux autres questions. Donc, pendant 2 minutes sur un exemple concret, le plus Voilà. Bah, opérationnel possible. on parlait, je crois, tout à l'heure de l'Occitane. Voilà, c'est un bon exemple concret parce qu'il y a des gens qui sont dans des bureaux, il y a des gens qui sont dans les usines, à Manosque, et, voilà, et puis il y a des gens qui sont en magasin hein, dans tous les pays. Voilà. Et l'Occitane, il y a quelques années, a fait évoluer sa stratégie. Et il fallait communiquer cette stratégie à l'ensemble des collaborateurs. Et ce qui nous a plu dans ce que l'Occitane nous avait demandé, c'est que ils nous ont dit, en fait, on verra si les gens ont vraiment compris la stratégie, si on voit des contenus qui sont produits par les gens, vidéos, photos, etc., qui illustrent en fait cette stratégie. C'est le meilleur moyen plutôt que oui, on va peut-être pousser des sondages en disant est-ce que vous avez compris ça ou ça. Mais en fait, c'est par des actes du quotidien qui remontent aussi sur la plateforme qu'on peut le mieux prouver que tout ça, c'est pas de la science-fiction, mais que les gens ont compris et mettent en œuvre la nouvelle stratégie. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. On parle aussi de Coca-Cola European Partners. C'est un exemple qui me plaît beaucoup parce que Coca-Cola, en fait, avant, investissait sur des projets RSE de manière assez centralisée, comme le font beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Et ça, en fait, ça crée souvent de la déception en fait chez les gens qui se disent mais en fait ces investissements en quoi ils me concernent, ils sont tellement loin des fois de mon pays, de mes problématiques du quotidien voilà. Et donc Coca-Cola a basculé sur un nouveau mode où en fait ce sont les collaborateurs dans chaque pays. Donc, on a déployé la plateforme sur 13 pays. Dans chaque pays, en fait, qui soumettent les projets via la plateforme, des projets qu'ils connaissent, d'associations, etc. Ils vont voter entre eux pour déterminer les projets sur lesquels Coca-Cola European Partners investit très localement. Et donc, c'est des projets qui font sens pour eux parce que c'est l'association qui est peut-être voilà, au coin de leur rue dans laquelle Coca-Cola European Partners investit. Et ça, eh bien, c'est concret, c'est local, ça donne du sens. Voilà, ça j'aime bien. Et voilà 2 exemples. Après, il faudrait un autre webinar pour rentrer dans le détail encore plus opérationnel de chacun de ces 2 cas. Marine te pose la question suivante. On va essayer de traiter les réponses. Alors, si tu le veux bien, si c'est possible, c'est un exercice particulièrement compliqué en 10 secondes de réponse, 10 ou 20 secondes, hein, parce que ça va être un peu flash. Comment remobiliser les équipes coupées entre collègues en télétravail et collègues sur site? Comment animer cette cohésion d'équipe quand on a justement des profils différents? Alors, je pense justement en partageant des histoires déjà, c'est-à-dire des histoires du terrain pour les gens qui sont en bureau, et c'est beaucoup aussi de photos, de vidéos pour voir que déjà la vie au bureau, c'est pas dans le mode Covid, c'est pas forcément si terrible que ça. Il y a quand même des choses qui sont sympas, etc. Et puis les gens qui sont à distance, voilà un témoignage, comment je me suis organisé. Nous, certains de nos clients ont fait aussi des espèces de concours photos sur comment j'ai imaginé un espace de travail sympa alors que pourtant je suis dans des conditions un peu difficiles. Donc voilà, pour recréer de l'humanité aussi sur les conditions de travail des gens. Voilà, dans 10 secondes, c'est très court, mais voilà, c'est un exemple. Catherine te pose la question, la qualité d'une communication segmentée est-elle liée au choix des émetteurs d'informations? Est-elle, pardon, ça a Est-elle coupé, liée excuse-moi. au choix des émetteurs d'informations? Absolument, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que, et on revient à cette notion de décentralisation, plus l'information elle est portée par des gens en qui les collaborateurs ont confiance, plus elle va être bien reçue. Et quelqu'un qui est sur le terrain, il a moyennement confiance en CIO. Il a
énormément confiance en son chef d'équipe. Et puis après, entre les deux, une espèce de gradient. Et donc le fait que, par exemple, de l'information qui descend du top management, elle irrigue des execs qui ensuite chacun vont reprendre cette information, vont la rediffuser. En fait, tout le monde, quelque part dans l'entreprise, est auteur et lecteur, entre guillemets, et consommateur et lui-même diffuseur d'informations. Et plus on a ça, plus c'est décentralisé, plus c'est crédible et plus les gens adhèrent. Bah, merci beaucoup, Jean-Louis. On arrive à la fin de ce webinaire. Désolé pour les 3-4 questions que j'ai pas pu en prendre, mais j'ai encore 2 questions, moi, à ton attention. Et on finit toujours les webinaires par ces 2 questions-là. Quel est ton coup de com' et ton coup de cœur, au regard ou non, d'ailleurs, du sujet qu'on vient de traiter ensemble? Alors, coup de com', je dirais, c'est sur nos publications. On a sorti justement des livres blancs sur un certain nombre de thématiques qu'on vient d'évoquer, notamment pour les travailleurs à distance, comment adapter la communication aux travailleurs à distance. Donc, je vous invite à aller sur le site Sociable dans la partie publication, vous trouverez ça. Et puis, sur le coup de cœur, on parlait de reforestation et ça, je dirais que c'est mon coup de cœur. En fait, les gens qui ont fait le choix d'investir leur vie sur, sur quelque chose qui, je pense, est l'un des meilleurs moyens d'aider notre planète. Donc, on le voit au travers de tous les projets de reforestation auxquels on est connecté. Voilà, c'est quelque chose qui paraît individuellement pris. Chaque arbre planté paraît tellement ridicule quelque part par rapport aux défis auxquels on fait face. Et pourtant, voilà, tout consolider, c'est probablement ça qui va nous aider, en tout cas, une des choses qui va le mieux nous aider à affronter les difficultés des 15 années à venir. Des petits ruisseaux naissent les grandes rivières ou des petites graines plantées chacun individuellement avec beaucoup de proximité de décentralisation de la problématique pour faire le lien avec le sujet, effectivement, peut naître des grands arbres. Merci infiniment, Jean-Louis, de ce témoignage. On aurait évidemment encore beaucoup de questions à te poser, mais on essaye de rester concentré sur les 45 minutes de webinaire Parlons RH. Merci beaucoup à toi. Merci à toutes et tous. Merci. Merci à vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 20 mai prochain à 11h pour un nouveau webinaire Parlons RH. Donc, ça sera le 48e qui aura pour thème comment accompagner la parentalité en entreprise pour une meilleure expérience collaborateur. Et j'aurai plaisir de recevoir un expert du sujet en la personne de Sacha Tikhomirov, qui est le directeur général des Petits Chapeaux Rouges, un réseau de crèche d'entreprise qui a une pédagogie bien particulière et surtout qui a des services pour les parents salariés bien spécifiques et donc un webinaire fortement intéressant. Voilà, n'hésitez pas à évaluer le webinaire tel que évoqué en introduction et à nous mettre quelques commentaires. Merci encore beaucoup Jean-Louis et très bonne journée à toutes et tous. Surtout, portez-vous bien. À très bientôt. Merci, à bientôt.